On va s'attaquer à un sujet qui a l'air super complexe, l'électrotechnique. Mais pour que ce soit concret, on va voir comment l'électricité arrive à faire bouger l'une des machines les plus impressionnantes qui soit, un train électrique. On connaît tous cette image, un train énorme, des tonnes et des tonnes d'acier qui glisse sur les rails alimenté par quoi? Un simple petit fil au-dessus de sa tête. La question, elle est toute bête mais fascinante. Comment ça marche au juste? Comment ce tout petit point de contact peut fournir assez de jus pour faire bouger un monstre pareil? Alors, pour piger le fonctionnement du train, on n'a pas le choix, il faut revenir aux fondamentaux. On va commencer par le tout début, vraiment la base de la base, l'étincelle du mouvement, c'est-à-dire le circuit électrique. Et ce qui est génial, c'est que peu importe la complexité du système, que ce soit une petite lampe de poche ou une locomotive de plusieurs tonnes, tout, absolument tout, repose sur ces trois piliers. C'est simple. Il faut 1. Une source pour produire le courant, c'est le générateur. 2. Un chemin pour qu'il puisse circuler, le conducteur. Et 3. Un utilisateur pour qu'il serve à quelque chose, le récepteur. Et voilà l'exemple parfait, le plus simple qui soit. La pile, c'est notre source, notre générateur. Les fils, c'est le chemin, les conducteurs. Et l'ampoule qui s'allume, eh bien c'est notre récepteur, celui qui fait le travail. Le courant part du pôle positif, il fait tout le tour, il traverse l'ampoule pour l'allumer et il revient au pôle négatif. La boucle est bouclée, c'est ça un circuit. Ok, maintenant qu'on a notre circuit, notre autoroute pour les électrons, il faut comprendre le code de la route. Parce que oui, il y a des règles qui régissent comment l'électricité se déplace. Et ces règles, elles tournent autour de 3 grands concepts, la tension, l'intensité et la résistance. D'abord, la tension. On la note U et on la mesure en volts. Pour faire simple, imaginez que c'est la pression dans un tuyau d'eau. C'est la force, la poussée qui met les électrons en mouvement. Plus il y a de tension, plus le courant a envie de circuler. C'est la motivation du circuit, en quelque sorte. Ensuite, on a l'intensité. On la note I. Et ça se mesure en ampères. Et si la tension, c'était la pression, eh bien l'intensité, c'est le débit. C'est la quantité d'électrons qui passent à un point donné chaque seconde. C'est le volume d'eau qui coule vraiment dans notre tuyau. Et pour finir, la troisième grande notion, la résistance. On la note R et on la mesure en ohms. Comme son nom l'indique, elle s'oppose au passage du courant. On pourrait penser que c'est l'ennemi, un frein, mais en fait pas du tout. C'est justement en luttant contre cette résistance que l'électricité se transforme en autre chose, en lumière, en chaleur, ou, dans le cas de notre train, en force mécanique. Et le truc, c'est que ces trois-là, tension, intensité, résistance, ne sont pas indépendants. Ils sont liés par une formule magique, toute simple mais hyper puissante, la loi d'Ohm. I égale U divisé par R. L'intensité est égale à la tension divisée par la résistance. Autrement dit, le débit, c'est la pression qui pousse, moins la résistance qui freine. C'est la loi fondamentale de l'électricité. Maintenant, une question pratique. Si on a plusieurs ampoules ou plusieurs moteurs, comment on les branche? Eh bien, il y a 2 écoles. En série, c'est comme les vieilles guirlandes de Noël. On les met les uns à la suite des autres. Le problème, si une seule ampoule grille, tout s'éteint. Catastrophe. L'autre option, c'est en parallèle. Là, chaque composant a sa propre connexion directe à la source. Si l'un lâche, les autres s'en fichent complètement, ils continuent de fonctionner. Pour un truc aussi critique qu'un train, on a vite fait le choix, non? La fiabilité avant... Bon, voilà pour les bases. Maintenant, on arrive au cœur du réacteur, le vrai tour de magie. Comment est-ce qu'on transforme ce flux d'électrons, ce truc complètement invisible, en une force mécanique pure, capable de faire tourner des roues en acier et de déplacer des milliers de tonnes? Eh bien, tout part d'un truc qu'on a tous expérimenté étant petit, avec des aimants sur le frigo, le magnétisme. Un aimant, ça crée autour de lui une zone d'influence invisible, un champ magnétique. Et c'est ce champ, cette force invisible, qui est la clé de tout. Le souci avec un aimant classique, c'est qu'il est toujours allumé. On ne peut pas l'éteindre sur commande. Mais l'astuce, c'est qu'on peut en fabriquer un. C'est ce qu'on appelle un électroaimant. La recette est super simple. On prend un bout de fer, on enroule autour un fil de cuivre, on fait passer du courant dans le fil et bim, notre bout de fer devient un aimant super puissant. Et le plus important, c'est un aimant sur interrupteur. On coupe le courant, il n'y a plus d'aimant, on le remet et revient. Et là où ça devient absolument génial, c'est que ça marche dans les deux sens. Si on envoie de l'électricité dans un jeu d'électroaimants bien agencé, on crée du mouvement. Ça, c'est un moteur. Mais si on fait l'inverse, si on prend ce même moteur et qu'on le fait tourner avec une force extérieure, il va produire de l'électricité. Ça devient un générateur. Une seule et même machine pour 2 boulots. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionne le freinage électrique. Ok, c'est bien beau tout ça, mais on parle de puissance colossale qui arrive du fil au-dessus du train, la caténaire. Comment on fait pour gérer ce torrent d'énergie? Comment on dompte cette bête électrique pour avoir une accélération souple et précise? Pour ça, il faut comprendre qu'il y a 2 saveurs de courant. Le courant continu, le DC, où les électrons vont toujours dans le même sens, comme une rivière, et le courant alternatif, l'AC, où ils font des allers-retours en permanence.
L'énorme avantage de l'alternative, c'est qu'on peut changer sa tension très très facilement. C'est pour ça qu'on l'utilise pour le transport d'énergie. On envoie une très haute tension dans la caténaire et une fois dans le train, on la transforme. L'outil magique pour faire ça, c'est le transformateur. Imaginez 2 bobines de fil proches l'une de l'autre, mais sans se toucher. Le courant alternatif qui passe dans la première crée un champ magnétique qui change tout le temps. Et ce champ magnétique variable va à son tour créer un nouveau courant dans la deuxième bobine. C'est de l'induction pure. En jouant sur le nombre de tours de fil de chaque bobine, on peut décider de la nouvelle tension. Et voilà comment on passe des 25 000 volts de la caténaire à une tension bien plus raisonnable pour les moteurs. Et pour le contrôle fin de la vitesse, aujourd'hui on utilise des composants qu'on appelle des thyristors. En gros, ce sont des interrupteurs super puissants et ultra rapides. Leur boulot, c'est de hacher le courant des centaines de fois par seconde, de le découper en petites impulsions. Et en contrôlant la largeur de ces impulsions, on peut doser très très finement la puissance qu'on envoie au moteur. C'est un peu comme un variateur de lumière, mais pour un moteur de plusieurs milliers de chevaux. Évidemment, qui dit puissance immense dit aussi danger immense. Il faut donc terminer en parlant de sécurité. Que se passe-t-il quand ça tourne mal et quels sont les systèmes qui sont là pour protéger à la fois la machine et bien sûr les humains? En gros, il y a 3 grands types de pannes. D'abord, la coupure, c'est simple, un fil est cassé, le circuit est ouvert, plus rien ne marche. Ensuite, le grand classique, le court-circuit. Là, le pôle plus et le pôle moins se touchent directement, le courant n'a plus aucune résistance, l'intensité grimpe en flèche et ça peut provoquer un incendie. Et enfin, un truc plus vicieux, surtout avec la haute tension, l'amorçage. C'est quand l'électricité est si puissante qu'elle arrive à sauter à travers l'air pour créer un court-circuit. Heureusement, pour éviter le drame, on a des gardiens du circuit. Les fusibles, d'abord. C'est un petit fil conçu pour fondre et couper le circuit si le courant devient trop fort. Un kamikaze qui se sacrifie pour sauver le reste. Ensuite, il y a les disjoncteurs. C'est la même idée, mais en plus malin. C'est un interrupteur automatique qui saute et qu'on peut simplement réarmer. Et enfin, la mise à la terre. C'est une voie de sortie de secours pour le courant, qui est dirigée sans danger vers la terre, en l'occurrence via les rails du train. Et juste pour qu'on se rende bien compte du danger, retenez ce chiffre, 0,025 ampères. C'est tout, c'est l'intensité de courant qui peut être mortelle pour un être humain. Pour vous donner une idée, c'est bien moins que ce qu'il faut pour allumer une toute petite ampoule. Ça calme, non? La haute tension, ça ne pardonne pas. Et pour finir, une anecdote qui illustre ça de manière hyper concrète, une vraie règle de survie. Si un train déraille, sa carlingue en métal peut se retrouver sous tension, à des milliers de volts. La consigne officielle est alors de sauter du marchepied, les 2 pieds joints. Surtout ne jamais toucher le train et le sol en même temps. Sinon, notre corps devient le chemin le plus court pour que ces milliers de volts rejoignent la Terre. Au final, il y a un peu plus d'un siècle, on a craqué le code. On a compris comment transformer un simple flux d'électrons en une force capable de déplacer des montagnes. Et ça a tout changé. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quel sera le prochain grand principe? Quelle nouvelle force, quelle nouvelle énergie va définir les transports du siècle à venir?